nombreuses et importantes. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. En fait, il n'y a rien de plus inique et de plus brutal que de voir une carrière passionnante et passionnée interrompue par une simple date d'anniversaire. Pourtant, c'est quand même la chose la plus prévisible qui existe dans nos vies, nos dates d'anniversaire. Donc je ne jouerai pas l'effarouché et je ne jouerai pas la surprise. C'est comme ça. Pour moi, l'aventure militaire a commencé un beau matin d'automne, le 9 septembre 80 pour être exact, quand je me suis présenté à Saint-Cyr-Coëtquidan devant la chambre gardée, régie par le dragon du moment qui était le sergent Subtil, qui était la gradaille qui m'a formé quand j'étais à Coëtquidan. Et cette aventure qui a commencé en 80, elle se termine maintenant dimanche. Comme vous l'avez noté, j'ai décliné la version très militaire des adieux aux armes et sa cohorte de discours laudateurs qu'il est usage de prononcer en ces circonstances. Non pas parce que je suis allergique au cérémonial militaire, mais pour deux raisons. La première, c'était pour faire échapper un jeune et brillant colonel qui pourrait croire que sa carrière en dépend aux affres de noircir une feuille blanche de qualité que je n'ai pas et d'exploits que je n'ai pas accomplis. La deuxième, c'est que parmi vous, des gens me connaissent bien et j'aurais trop peur que certains fassent un pas en avant et disent « Mais de qui parle-t-on donc ?» Donc tant pis pour les nostalgiques du cérémonial militaire, ils devront se contenter des quelques mots que je vais prononcer, tout en sachant que les discours de départ sont probablement comme les discours des témoins au mariage, il n'y a que ceux qui les écrivent qui les comprennent. Au préalable de tout ça, je voudrais très sincèrement et très chaleureusement vous remercier de votre présence aujourd'hui, votre présence nombreuse, et cette présence, elle m'honore en tant que telle, elle m'émeut et elle me réjouit. Chacun d'entre vous, et l'expression n'est pas une expression péjorative, est une espèce de Madeleine de Proust qui, à chaque fois que j'en regarde un d'entre vous dans les yeux, fait ressurgir des souvenirs qui ont jalonné ou qui ont émaillé ma carrière. Depuis les devoirs sur table du samedi matin à Saint-Cyr-l'École, quand je préparais Saint-Cyr, jusqu'à Chamal, puisque c'est la dernière opération pour laquelle j'avais encore un peu d'autorité sur les opérations. En passant, bien sûr, par tous les temps de troupes, par toutes les affectations outre-mer, par les livres blancs sur la défense et la sécurité nationale auxquels j'ai participé, et bien sûr les opérations. Et toujours les opérations, et les opérations continuellement de 2005 à 2016, celles qu'on planifie, celles qu'on conduit, celles auxquelles on rend visite et celles qu'on explique aux gens à qui on doit les expliquer. Je n'aurai pas le temps d'égrener pour chacun d'entre vous ce que votre présence éveille comme souvenir en moi, mais soyez certains qu'il existe et qu'il est précis. À défaut de vous citer tous, je voudrais faire une exception en citant la présence aujourd'hui de 5 des soldats de la première section que j'ai formée au 2e RIMA du Mans en 1983, à l'hiver 1983. Et 5 d'entre eux sont venus aujourd'hui, et pour moi c'est un symbole très fort et une reconnaissance très forte de voir ces gens avec lesquels on a affronté les frimas du climat du Mans, avec lequel on est parti en OPEX et on est parti en tournante, parce qu'à l'époque on pouvait aller en tournante. Vous voyez de quel vieux monde je viens, le monde où on parlait encore des tournantes. En tout cas, je les remercie du fond du cœur d'être là et j'en suis très touché. Au moment de quitter l'uniforme, je me dis que rien ne me destinait à faire cette carrière, ni même à faire une carrière. Me retrouver à l'Élysée, être chef du CPCO, puis sous-chef Ops, et enfin inspecteur général, tout ça était non pas improbable, tout ça n'était pas dans le champ des possibles. Rien ne m'y destinait. Je pense que beaucoup d'entre vous, en tout cas ceux qui m'ont connu jeune, pourraient témoigner que je n'avais pas dans ma giberne de caporal ou de sous-lieutenant mon bâton de maréchal dès le départ. Je crois qu'à l'époque, mon horizon indépassable était de ressembler au lieutenant Thorens, c'est Perrin dans la 317e section, ou alors au sergent Norm Gibson dans la chute du Faucon Noir, et parfois, quand les soirées étaient longues et alcoolisées,
je me disais que peut-être un jour je commanderais un régiment et peut-être un jour je serais le nouveau Bijard de l'Indochine ou le nouveau Jean-Pierre de l'Algérie. Et c'était bien tout ce que je pouvais imaginer comme carrière. Et donc il aura bien fallu que la providence ou la chance s'acharne à plusieurs reprises pour faire de moi un officier général. Et cette providence, elle est incarnée par 4 hommes qui ont transformé ma vie professionnelle, ma vie intellectuelle et un peu ma vie romantique. Ils sont d'ailleurs tous les 4 présents aujourd'hui. Le premier, c'est mon copiole de Saint-Cyr-l'École, qui pendant les révisions du concours de Saint-Cyr, avec constance et persévérance, me réveillait et me remettait au travail, alors que je lui affirmais que j'étais plus réceptif aux révisions allongé sur mon lit. Et contre toute attente et contre tous les pronostics des bookmakers, je me suis retrouvé admis à Saint-Cyr. Une première fois, la providence avait frappé. La deuxième est un peu de la même veine. C'est celui qui, au moment fatidique qui distingue nos carrières du concours à l'école de guerre, m'a chargé sur son porte-bagages et m'a imposé son programme draconien de préparation et de révision, alors que j'étais à peine capable de rédiger une note de service et que ma culture générale se cantonnait au roman à succès du moment. En gros, ça voulait dire Villiers et SAS. Là encore, je ne sais pas par quel sortilège, j'ai passé la barre du concours et je me suis retrouvé sur les bancs de l'école militaire. Le troisième, c'est celui qui m'a initié quasiment au sens africain du terme, quasiment mystiquement au désert, à sa poésie, à sa complétude, à ses populations, à leur culture et à sa bibliographie. J'y suis profondément attaché, toujours inspiré et très intellectuellement marqué. Et finalement culturellement obsédé, des Afars au Somalie, des Touaregs au Chambas, des Peuls au Toubou. Et j'ai fait un peu mienne cette citation qu'on prête à Pline l'Ancien, Ex Africa semper aliquid novi. Il y a toujours quelque chose de nouveau ou de neuf qui provient d'Afrique. Le quatrième, qui a modifié ma vie, c'est celui qui est venu chercher, au fond d'une étagère poussiéreuse, un colonel tout ce qu'il y a de plus lambda, un colonel tout ce qu'il y a de plus normal, qui était ni identifié comme ayant un fort potentiel, ni suivi particulièrement, et qui lui a appris à nager en méthode accélérée dans le grand bain de l'État et du politico-militaire. 4 fois, la Providence est venue me prendre par la main pour me conduire dans cette cour d'honneur de l'école militaire aujourd'hui. Et en fait, avec une vraie humilité, la carrière où je mets un terme aujourd'hui, je la dois plus aux autres qu'à mes qualités propres. Je la dois aux rencontres que j'ai faites, aux chefs que j'ai rencontrés, et je la dois à tous les subordonnés qui ont été avec moi depuis que je suis lieutenant. Il y a une expression que j'ai fait mienne quand j'étais chef du CPCO, c'était tous les succès qu'on remporte, évidemment dans le domaine des opérations, sont le succès de vos subordonnés ou des forces en opération, et tous les échecs sont les vôtres. Et j'en ai fait une vraie philosophie, et je pense que c'est comme ça qu'on doit faire. Qu'est-ce que je retiens de ces 38 années ? Le premier point, le mot est un peu fort, mais c'est une forme d'émerveillement quand je vois à quel point nos armées, que l'on dit frileuses et conservatrices, ont été capables de s'adapter continuellement à leur environnement et à leur adversaire. Jamais suffisamment pour les uns, toujours trop pour les autres. Mais l'armée de terre, à la sortie de la guerre d'Algérie, c'était 1 million d'hommes. C'est aujourd'hui, grand exploit, 70 000 hommes. Donc je crois que nous avons des armées qui se transforment, en tout cas de façon extrêmement rapide sur le plan des opérations, des armées de haute technologie, des armées rustiques, des armées expéditionnaires, des armées capables non pas d'interarmisation, mais au-delà d'intégration interarmée, ce qui est une échelle de plus, et des armées, au moins la direction militaire et politico-militaire des armées, qui est capable d'une grande ouverture et de travailler en planification avec tous les acteurs qui sont les nôtres en opération, d'abord les acteurs nationaux, le Quai d'Orsay, le ministère de l'Intérieur, etc., mais également les acteurs extérieurs, le CICR, l'AFD, les ONG. Et ça, c'est quand même un changement assez puissant dans la façon de concevoir les opérations. Puis la dernière chose que je souligne, et qui vaut autant pour les autorités civiles que les autorités militaires, c'est cette capacité à prendre des risques,
cette capacité à prendre des risques. Et je pense qu'elle est réelle au niveau politique et au niveau militaire. Et ici, il y a probablement des gens, militaires et civils, qui, comme moi, ont été parfois pris d'un certain vertige quand on voyait ce qu'on demandait à nos forces sur le terrain et quand on voyait qu'elles arrivaient à le faire, alors que nous-mêmes, nous demandions comment elles allaient le faire. Le deuxième point, c'est la reconnaissance non feinte que j'exprime à mes chefs passés et à mes subordonnés, comme aux responsables politiques avec lesquels j'étais en contact, pour la confiance qu'ils m'ont accordée, pour l'autonomie qu'ils m'ont laissée, et pour mes subordonnés, pour l'autonomie qu'ils ont créée et que je puisse utiliser. Je les remercie pour leur loyauté. Je les assure de la loyauté que j'ai eue pour eux. Je les remercie également pour l'aide et la protection dont ils m'ont entouré quand les heures étaient sombres et les critiques virulentes. Et certains se reconnaîtront dans ce rôle de défenseur du chef du CPCO et du sous-chef Ops. Le troisième point, ce sont les remerciements que j'adresse à chacun d'entre vous pour ce qu'à un moment de ma carrière nous avons fait ensemble, coopération, discussion, compétition, subordination, dans un sens ou dans l'autre. En toute hypothèse, j'ai pris beaucoup de plaisir à ces contacts, mais surtout, j'ai beaucoup appris à vos contacts. Et je pense qu'on reste jeune tant qu'on est prêt à apprendre. Cette dernière partie de ma carrière m'a permis de rencontrer et de côtoyer des hommes et des femmes animés par un sens élevé du devoir, de l'intérêt général et de l'État. Des gens portés par un large discernement, alors que toute notre période empêche le discernement. Enfin, des gens dont le courage est manifeste dans les décisions qu'ils ont prises et les risques afférents à ces décisions. Je reste persuadé, en tout cas pour le domaine des opérations, qu'en ne prenant aucun risque, peut-être pouvons-nous ne pas perdre, mais jamais nous ne pourrons gagner. Et donc la culture du risque dans les opérations est un facteur premier. C'est donc une merveilleuse aventure, une merveilleuse expérience qui s'achève pour moi, une expérience professionnelle sans égale, une expérience humaine sans égale non plus par la richesse de toutes ces rencontres et par les amitiés inoxydables que je me suis fait pendant cette carrière. J'ai commencé ces quelques mots en évoquant ma première expérience de lieutenant et surtout mes premiers soldats. Je les finirai en adressant un clin d'œil chaleureux, complice et reconnaissant à toutes mes collaboratrices de ces 10 dernières années, ces parangons de vertu, ces mères poules qui m'ont tant aidé et supporté pendant ces années. Bien sûr, en fermant ce livre, la dernière page sera bordée de crêpe noire. Elle est réservée aux 97 soldats qui sont morts en opération quand j'étais chef du CPCO et sous-chef Ops. Le livre se referme, un nouveau est à écrire. Il va commencer par un vagabondage africain. Et puisqu'on parle d'Afrique, je vais me permettre 2 cuisteries. Donc je serai le seul à comprendre ce que ça veut dire. La première, c'est pas un proverbe, c'est quelques mots en tamatchek qui disent Wartia Odjaran Aragaye, Wartia Odjaran Ululu, Wartia Odjaran Taha. Et en tamatchek, ça veut dire rien n'est plus absolu que le désert, rien n'est plus puissant que l'honneur, rien n'est plus fort que l'amitié. Et puis une deuxième cuisterie pour manifester mon envie d'Afrique. Je vous citerai une phrase de Psychari, qui est un des grands guides intellectuels et spirituels que j'ai pris pour l'Afrique, qui est écrit dans Terre de sommeil et Terre de soleil. Cette terre insigne nous rend meilleurs, elle nous exalte et nous élève au-dessus de nous-mêmes dans une tension de l'âme où le rêve et l'action se pénètrent, et c'est bien mon ambition. Assez parlé, je vous propose maintenant de lever nos verres au succès des armes de la France.